Bonjour à tous, vous écoutez le 50e entretien rivarolien, celui de septembre 2022, celui de la rentrée des classes, et le mois de septembre, rappelons à nous, le mois des 7 douleurs de la Sainte Vierge. Je suis en compagnie du directeur de Rivarol, M. Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et donc pour cette 50e vidéo, nous allons donc parler d'actualité générale bien sûr, mais tout d'abord de l'actualité directe de Rivarol, en sachant que d'une part vous êtes menacé, enfin vous êtes passé à 2 procès cette semaine, et en plus nous avons un problème de point de vente aussi concernant Rivarol, et il faut tenir au courant nos auditeurs de ce fait. Eh bien effectivement j'ai vécu un été chaud. On parlait de l'été chaud en 1976 parce qu'il avait été très chaud sur le plan des températures, et aussi parce que c'est l'affaire Monseigneur Lefebvre contre Paul VI, la messe de Lille, la suspense à Divinis, etc. Et ben moi j'ai vécu un été chaud, si j'ose dire, cet été, parce que non seulement il a fait très chaud aussi, il est vrai, mais de manière presque caniculaire, mais aussi parce que dès le 18 août, j'étais dans le bain, si j'ose dire, puisque j'ai appris donc le groupe Carrefour refusait maintenant de nous vendre sous pression d'un certain nombre d'organisations, dont les fameuses Sleeping Giants, les géants de Romy, des sites judéo-sionistes, etc. Dont Tristan Mendes France. Voilà, alors on en avait parlé, on a fait une vidéo par Skype le 24 août, précisément pour un petit peu alerter nos amis. Bon, les choses ne sont pas arrangées depuis, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque on a eu le groupe Carrefour d'abord, puis Monoprix, Cora, Cultura, les Relais, et même maintenant il y a toute une partie de maisons de la presse et de Mac Presse, et même de magasins U, pas tous, puisque c'est franchisé, donc quand même les gérants de chaque magasin, chaque gérant a quand même une certaine liberté de manœuvre, mais malgré tout, bon, c'est quand même la situation est de plus en plus désastreuse, hein. Donc si vous voulez, voilà ce que je dis à nos amis, bon, ceux qui étaient déjà abonnés restent abonnés, il n'y a pas de souci. Ceux qui l'achetaient en kiosque, dans les supermarchés, dans les maisons de la presse, etc., il y a 3 solutions. Soit le marchand chez lequel vous aviez l'habitude chaque semaine de l'acheter continue à le vendre, pas de souci, vous continuez à l'acheter. Ce qui risque de ne pas durer, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Enfin, bon, il y a encore des cas où c'est le cas. Bon, dans ce cas-là, c'est parfait, vous continuez tant que c'est possible. Deuxièmement, pour les gens qui ne le trouvent plus là où il l'achetait habituellement, moi je vous invite à essayer de regarder autour, parce qu'on a essayé de réimplanter Rivarol en général autour, dans des magasins de vente de presse à proximité. Donc essayez de regarder si vous avez un peu de temps devant vous pour essayer de trouver d'autres points de vente. Si vous n'en trouvez certaines librairies spécialisées, un peu de droite nationale, oui, mais c'est pas très nombreux à échelle. Et si vous n'en trouvez pas, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de nous téléphoner, hein, il y a le numéro de téléphone sur le site de Rivarol, soit de nous envoyer un courrier électronique, soit à contact@rivarol.com, soit moi-même directement, jérôme-bourbon@yahoo.fr, Jérôme Bourbon en minuscule sans accent, et donc on vous dira, puisque nous on a une liste actualisée des points de vente. Alors on ne peut pas la mettre sur le site ni dans le journal, parce qu'on renseignerait aussi l'ennemi, et l'ennemi après sera même effectivement de faire pression sur les personnes qui résistent encore, les kiosquiers, les marchands de journaux qui résistent encore, ou même les supermarchés, parce qu'il y en a encore un certain nombre. Ça ne peut être voilà. que silencieux. Donc en fait voilà, il vaut mieux nous appeler ou nous envoyer un courrier électronique, et en disant la commune ou les communes où vous l'achetiez habituellement, et on vous donnera en fonction de la commune et du code postal les comment dirais-je, les marchands de journaux qui le vendent encore, tout en sachant que tout ça c'est très évolutif, c'est-à-dire ce qu'on vous dit un jour ne sera plus forcément vrai le lendemain, hein. La vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain, parce que il y a une évolution chaque jour. Il faut que les lecteurs nous fassent remonter les informations. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est ça. Et après, bon, pour les gens qui ne trouvent plus et qui n'ont pas ni le temps, ni la patience, ni la possibilité de chercher ou de nous appeler, le plus simple, c'est quand même de s'abonner, hein. Alors je précise quand même que le journal est sous pli discret, et c'est tout à fait opaque. C'est du plastique opaque, par conséquent on ne voit rien, donc il ne faut pas craindre la réaction éventuellement d'un préposé de la poste ou d'un voisin malveillant ou que sais-je, hein. Donc il n'y a aucune crainte là-dessus. Et s'agissant du prix de l'abonnement et du tarif de l'abonnement, de toute façon sur notre site rivarol.com vous avez tous les prix, hein. On a tous les prix, toutes les durées, y compris un abonnement à prix réduit pour ceux qui ont de grandes difficultés. Ceux qui ont des grandes difficultés peuvent aussi nous envoyer plusieurs chèques en nous indiquant au dos ou à côté dans une lettre les dates d'encaissement souhaitées. On peut toujours
trouver des solutions, que l'impécuniosité ne soit pas un empêchement, un obstacle diriment à l'achat de Rivarol, enfin, et à l'abonnement à Rivarol, hein, parce que je pense que l'abonnement, c'est quand même la solution, à mon avis, la plus simple et la plus efficace aujourd'hui, mais il est vrai que c'est quand même malheureux aussi de favoriser la politique qui est menée aujourd'hui contre nous, de nous éliminer totalement des kiosques et des supermarchés. Donc les gens qui ont effectivement la patience et le temps encore de le chercher, c'est sûr que c'est bien aussi, quoi. Je veux dire, c'est bien aussi d'essayer de résister autant que faire se peut, voilà. Donc, mais n'hésitez pas, si vous ne le trouvez pas, à nous appeler du lundi au vendredi aux heures de bureau ou à tout moment par courrier électronique. Moi, je regarde mes courriers électroniques plusieurs fois par jour, évidemment. Donc, moi, je vous répondrai le plus vite possible. Hein, voilà. Donc, il y a aucun souci là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et c'est une façon, évidemment, de nous asphyxier, puisque c'est vrai que la moitié de notre chiffre d'affaires et la moitié des ventes, c'était les ventes en kiosque, en supermarché, etc. Donc, il est évident que si on arrive à nous éliminer complètement ou quasi complètement des kiosques, des supermarchés, des maisons de la presse, des marchands de journaux, il est bien évident que... Le seul rempart sera l'abonnement. La seule solution que dans ce cas-là, pour qu'on puisse résister, ce serait des abonnements massifs. Hein. Massifs, éventuellement des dons aussi, des abonnements massifs. C'est pour ça que même les gens, je dirais, qui ont un petit peu plus de moyens, de disponibilité, s'ils peuvent me faire des abonnements de longue durée, pour certains, pourquoi pas des abonnements à vie ou des dons, c'est utile aussi parce qu'on aura besoin quand même d'un peu de trésorerie pour faire face au fait que, parce qu'il faut bien comprendre que... Il est possible de faire des dons encore sans PayPal on peut faire des dons, aux amis de Rivarol, je dirais, c'est possible, ça, voilà. L'association des amis de Rivarol, bon. Ouais. Ou même des dons audition des Tuileries, hein, par chèque, par carte bancaire ou autre. Bon. Mais oui, vous disiez qu'il fallait savoir... en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, pourquoi on nous a enlevé l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse, la fameuse CPPAP, c'était d'une part pour augmenter par 2 ou par 3, ce qui est le cas aujourd'hui, les tarifs postaux, ce qui est énorme. Moi, j'ai reçu les premières factures, elles s'appliquent maintenant, c'est plus qu'un doublement, c'est entre un doublement et un triplement des prix, ce qui est considérable pour nous, pour une petite entreprise comme nous, une TPE, une très petite entreprise comme nous, et d'autre part, augmentation prédite des taux de TVA, c'est-à-dire que les ventes étaient à 2,1, elles sont à 20%. Donc, premièrement, c'était ça, mais deuxièmement, c'était aussi et surtout, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pour leur permettre à nos ennemis, à nos persécuteurs, de pouvoir nous enlever des kiosques, parce que tant qu'on avait l'agrément de la CPPAP, légalement, il n'y a pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, je me souviens très bien... On était obligé de le vendre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour essayer de nous éliminer. Donc, avec les tarifs postaux fortement augmentés, la TVA multipliée par 10, et maintenant, la quasi-suppression, toutes les grandes difficultés pour le kiosque, les supermarchés, etc., puisque les enseignes, les unes après les autres, le courage n'étant pas la chose du monde la mieux partagée, eh bien, acceptant de céder au lobby judéo-sioniste, il faut dire ce qui est, évidemment, ça met dans une situation d'étranglement économique et financier. C'est pourquoi la seule solution pour en sortir, c'est effectivement les abonnements et les dons. C'est pourquoi moi je vous invite vraiment à vous abonner à Rivarol, à abonner des proches, etc. Si vous pouvez pour une longue durée, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas pour une petite durée, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais il est évident que sinon on va être étranglé économiquement. D'ailleurs, la présidente de l'organisation juive européenne, maître Muriel Ouachkine Melki, dit que Rivarol vit ses dernières heures, qu'il n'y a plus que pour quelques semaines ou quelques mois. Chaque semaine, elle va sur Radio J et je suis sa principale cible, alors qu'on est tout petit finalement. Ça prouve qu'ils veulent nous écraser comme des cafards en quelque sorte, nous éliminer comme ils le font pour les Palestiniens. Bon, voilà, il faut vraiment que ce soit faire place nette en quelque sorte. D'ailleurs, je rappelle que dans l'Évangile, la foule crie Tolé, tolé, crucifigé, c'est-à-dire enlevez-le de terre, crucifiez-le. Tolé, c'est très fort, c'est-à-dire supprimez-le, enlevez-le de terre, ôtez-le, ôtez-le de la terre, de l'univers. C'est vraiment une volonté d'anéantissement total. Je veux dire, ce qui est crié à la face du Christ, lors de la Passion, lors du Vendredi Saint, c'est très fort. Je dirais que c'est un peu la même chose, vis-à-vis des Palestiniens, où c'est vraiment la politique. Encore cette semaine, il y a encore 16 Palestiniens qui ont été blessés, un qui a été tué lors d'une opération militaire de l'armée sioniste israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. À Gaza, c'est en permanence des morts, des blessés, dans l'impunité la plus totale. Et je dirais que pour nous, à notre niveau, ils veulent nous éliminer totalement. Je rappelle ce que j'avais dit le 24 août. Le 19 août, le CRIF fait un tweet en disant il ne doit y avoir aucun droit de cité, ni sur les réseaux sociaux, ni en distribution, pour, je cite, un torchon raciste, antisémite, xénophobe, homophobe. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus de droit de cité en France pour un journal ou des personnalités qui publiquement sont attachées à leur foi, à leur terre,
à leur peuple, à leurs racines, à leur sang, à leur sol, à leur tradition. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est quand on y réfléchit, c'est une violence extrême. Sauf, voilà, sauf pour ceux qui sont sionistes, évidemment. Évidemment. Et donc, faut bien comprendre ça. C'est quelque chose qui est absolument effrayant quand on y réfléchit. Donc, c'est la raison pour laquelle on accuse d'antisémitisme des gens qui simplement aiment leur pays. Bien sûr. Voilà, donc avec vocabulaire transphobe, homophobe, un langage de guerre civile, xénophobe, raciste, antisémite. Donc, pour moi, c'est autant de décoration, parce que les insultes des adversaires, ça prouve qu'on dit la vérité. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Exactement. Absolument. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas aucune aide, ni de l'État évidemment, ni d'État étranger, ni de banque, ni de trust, ni de personne. Donc, nous ne pouvons compter que sur nos amis, nos lecteurs. Voilà. Est-ce qu'ils souhaitent encore un journal libre, une parole libre, claire, radicale, à la fois nationaliste et catholique, ou pas? Je veux dire, en fait, je dirais que le destin de Rivarol est dans leurs mains finalement, parce que nos ennemis feront tout pour l'éliminer. Et si l'on veut encore se maintenir et durer, si possible, eh bien, il faut vraiment s'abonner en masse, voilà, le soutenir par tous les moyens en masse. Hein. Donc sur rivarol.com, alors on nous a supprimé PayPal, mais il reste encore la possibilité de payer par carte bancaire, et puis sinon par chèque, voilà, ou par virement, on a aussi des prélèvements mensuels, il suffit de nous envoyer votre IBAN. Enfin, en tous les cas, aidez-nous par tous les moyens, sinon il est certain qu'on va être asphyxié et qu'on va mourir, voilà. Et ce serait quand même dommage de mourir par asphyxie financière. Bon, il vaut mieux mourir par asphyxie financière peut-être que par manque de lecteurs, mais enfin, ça revient au même quand même, quoi. Et ce serait une victoire pour l'ennemi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à continuer à nous soutenir, à nous aider, parce que ça devient de plus en plus difficile. Oui, comme on disait, Rivarol n'a pas d'équivalent en Europe de l'Ouest. Je ne crois pas, effectivement. C'est tout de même une perle que les Français ne devraient pas perdre. C'est un miracle permanent depuis 1951, depuis bientôt 72 ans. Donc, il faut tout faire pour qu'il perdure et qu'il demeure. Très bien. Et qu'il vive. Et donc, maintenant, vous pouvez évoquer évidemment vos procès d'hier au soir. Oui, en fait, je suis passé hier, on fait cette vidéo le jeudi 8 septembre au soir, jour de la Nativité de la Sainte Vierge. Bon, et en l'occurrence, hier, j'étais devant un endroit que je connais bien, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, qui est maintenant porte de Clichy depuis 2018. Le nouveau, voilà, c'est en forme de un grand bâtiment en verre. Et donc je compressais pour deux dossiers, qui étaient d'ailleurs deux vidéos que nous avions fait ensemble, hein. L'une en 2019 et l'autre, je crois que c'était une compilation, le Best of 2, je crois, qui avait été mise en ligne sur Odyssée le 1er janvier 2021. Voilà. Et en fait, ils ont repris des éléments qui étaient du Best of 1, qui n'avaient jamais poursuivi pendant un an, mais là, ils font feu de tout bois et ils essayent en quelque sorte de me condamner par tous les moyens. Donc, un premier dossier, c'était pour les expressions culte holocaustique et religion de la Shoah. Donc ils ont considéré que ces deux expressions étaient une contestation de crimes contre l'humanité. On voit pas en quoi elles le sont, même en creux, même de manière implicite. Pas forcément, oui, c'est vrai. Même Zemmour, après les de religion de la Shoah, en disant que la Shoah c'était la seule chose sacrée dans un de ses livres. Bon, voilà. Enfin, lui peut le dire, sans doute. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, donc j'étais poursuivi pour cela. Et j'étais poursuivi également dans un deuxième dossier pour essentiellement pour homophobie, voilà, parce que j'avais regretté le fait que dans le milieu souverainiste, eh bien, il soit, je cite, hein, gangréné par l'homophobie. Voilà, j'avais dit ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chefs de cette mouvance qui ont des mœurs d'invertis, quoi, etc. Donc, et qui même parfois sont vraiment d'actifs soutiens du lobby LGBT. Voilà, donc on ne peut plus rien dire. Si on ne veut pas que des travelots aillent dans les maternelles donner des cours, voilà, on est quand même très mal vu et voire passible de... C'est-à-dire que défendre la morale chrétienne aujourd'hui c'est risqué, quoi. Voilà. Défendre ce que disent tant l'Ancien que le Nouveau Testament, ce que disent toutes les grandes religions, toutes les grandes spiritualités, toutes les grandes philosophies, ce qui était la norme jusqu'à quelques décennies. Aujourd'hui, on préfère l'amende de fortes amendes, de forts dommages à intérêts et même la prison ferme. Oui, même les païens n'ont jamais remis en cause le mariage à ce point-là, quoi. Moi j'ai dit au magistrat que pour montrer qu'il y avait une aversion qui était totale, il y a quelques décennies, par exemple, des gens qui aujourd'hui sont dans la Guéprade et qui, je le rappelle, est financé par la mairie de Paris, le Conseil régional d'Île-de-France et le gouvernement, la présidence de la République faisant des communiqués soutenant publiquement cette manifestation, eh bien, il y a quelques décennies encore, les gens qui font cela auraient été poursuivis
devant les juridictions pour outrage à la pudeur et exhibitionnisme, c'est évident. De la même manière, il y a quelques décennies, ce sont les gens qui pratiquent des avortements, qui les favorisent publiquement, qui seraient dans les tribunaux. Aujourd'hui, ce sont les défenseurs des enfants à naître, des enfants innocents, qui passent devant les tribunaux. Je rappelle que le docteur Dor a été condamné à 10 000 € d'amende, simplement pour avoir apporté dans un centre du planning familial à Paris des chaussons, des pantoufles de bébé. Hein, des petits, bon, voilà, 10 000 € d'amende, parce qu'on dirait que c'était une provocation insupportable. 10 000 € d'amende, vous vous rendez compte, pour apporter des pantoufles, voilà. Parce que c'était déjà une provocation. Voilà, bien sûr. Donc voilà où on en est, Bon, voilà. Donc si vous voulez, il y a même un délit à l'IVG, d'entrave à l'IVG depuis 1993, et il a même été question de faire un délit d'entrave numérique à l'IVG. Donc c'est vous dire jusqu'on va dans la folie, quoi. Là, voilà, sur Twitter, on pourrait pas en parler. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, même défendre simplement la morale naturelle, la famille traditionnelle, c'est risqué quand on le fait publiquement de manière claire et nette. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut plus rien dire sur aucun sujet. Je l'ai expliqué la dernière fois. Si on se scandalise de ces mutilations irréversibles qu'on appelle transition, transidentité, changement de sexe, qu'on profite du mal-être des adolescents et adolescentes pour essayer de les inciter, et ça se développe de plus en plus, hélas, à ces opérations abominables. Et donc, si on dénonce ça, on est transphobe. Et je rappelle que donc c'est un an de prison ferme et 45 000 € d'amende. En théorie, c'est très voilà. violent. Si on dénonce le lobby LGBT, la gay pride, le mariage homosexuel, la PMA, la GPA, etc., on rit, et quand on le fait publiquement, on risque également 45 000 € d'amende et un an de prison ferme pour homophobie. Un an, c'est ce que faisait Renoir pour révisionnisme. Voilà, tout à fait. C'est exactement les mêmes peines. Moi, ça m'a frappé. En fait, la matrice, elle doit Pleven, elle doit Guesso, finalement. C'est 45 000 € d'amende, un an de prison ferme, voilà, pour toutes ces lois liberticides. Dès lors qu'on a une pensée libre sur ces questions-là, donc voilà, tout ce qui touche de près ou de loin autour du révisionnisme historique, c'est 45 000 € d'amende, un an de prison ferme également. Tout ce qui touche à l'antisionisme, qui maintenant est de plus en plus assimilé à l'antisémitisme, c'est-à-dire la défense de la cause palestinienne, ou simplement la compassion exprimée vis-à-vis des Palestiniens devant le sort cruel, inhumain, criminel, abominable qui leur est réservé, eh bien, par l'entité sioniste, et là aussi, ça peut amener jusqu'à un an de prison ferme et 45 000 € d'amende. Voilà, bon. Je me souviens que l'ICRA d'époque n'avait pas aimé la minute de silence demandée par Olivier Mathieu à Ciel-Montmarly c'est clair, pour les Allemands déportés. C'est évident. Oui. Parce que les camps de concentration n'ont pas été fermés au lendemain de la guerre, ils ont été utilisés dans l'autre sens. Il y a des victimes qui sont plus égales que d'autres. Oui, c'est ça. Voilà, alors que ça s'est élevé à un bon nombre de millions aussi. Là, non, mais il est certain qu'on vit une injustice et, comment dirais-je, des législations et une liberté d'expression à géométrie variable depuis des décennies. Mais je dirais que ça s'aggrave de jour en jour et d'année en année. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, pour en revenir à mon procès, eh bien, en l'occurrence, le procureur, qui est une dame, comme souvent, a requis dans le premier dossier un jour amende à 100 €, donc ce qui fait 2 000 €, sous forme de jour amende, c'est-à-dire si on ne la paye pas, on va en prison. Et dans le deuxième dossier, carrément 2 mois de prison ferme. Et il y avait 3 parties civiles, la LICRA, comme toujours, l'Organisation juive européenne et l'Observatoire juif de France. Qui étaient présents physiquement, les 3 Les 3 étaient présents physiquement, et il y avait 2 dossiers, donc c'est multiplié par 2. Donc en tout, j'ai calculé hors amende et hors peine de prison, rien que les demandes de dommages et intérêts qu'ils font, avec le remboursement de leurs frais d'avocat également. Enfin, en tout, ça remonte à un peu plus de 20 000 €. Quoi, oui, le plus cher, ce sont les associations. Plus de 20 000 € de dommages et intérêts. Donc 2 000 € d'amende, demandée sous forme de jour amende, plus de 20 000 € de dommages et intérêts, et 2 mois de prison ferme. Et même le JE demande même des publications pendant 3 mois dans le Figaro, Libération et Le Monde, ce qui est extrêmement dispendieux. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc il y a vraiment une volonté de nous tuer économiquement, de nous étrangler économiquement. Et la présidente de l'EJE a bien insisté pour que j'ai une peine de prison ferme et que j'aille réellement en prison, en disant que c'était plus possible, que c'était plus supportable. En fait, je vous dis, on nous traite comme des Palestiniens, il faut vraiment qu'on n'existe plus. Voilà. Que le journal n'existe plus, que son directeur n'existe plus. D'ailleurs, il y a des visuels où on me met dans un cercueil avec des flammes autour, avec Riverol en flammes, et même d'autres visuels où je suis en prison, en pyjama de prisonnier, en quelque sorte, avec derrière des barreaux, etc. Eux peuvent, de la même manière, voilà, ils remettent des vidéos, j'étais agressé dans un parking souterrain, ce qui est tout à fait illégal et immoral, mais ça, ils peuvent le faire. Voilà. On agresse
agresse un directeur de journal, aucun souci, voilà, c'est sans limite, voilà, aucun problème, voilà. Donc et alors on m'a reproché aussi des traits d'humour qu'on avait fait ensemble, notamment que j'avais repris dans ce qu'elle j'ai dû donner. Je vais pas redire la phrase, il serait capable de me poursuivre encore, quoi, hein, alors que c'était le programme politique d'un néo-nazi belge, Guillaume Laquiche. Rien que le mot était caricatural, pourtant Guillaume Laquiche. Bon, mais ils font semblant de prendre ça au premier degré, et j'ai dit, je suis désolé, je dis ça au magistrat et à la présidente de l'OGE qui me reprochait ça. J'ai dit, je suis désolé, c'est pas de l'humour juif, hein, je suis désolé, c'est pas de l'humour cachère, je suis désolé, mais j'ai dit, mon public, je suis désolé, c'est pas tellement les synagogues. Sauf les quelques personnes qui me regardent pour essayer de trouver des éléments pour me poursuivre. Des mots qui leur plaisent pas. Bon. Voilà, mais j'ai dit, je suis désolé, c'est pas de l'humour juif. C'est de l'humour goy alors peut-être Je ne sais pas, ouais, d'accord. je le vois pas beaucoup à l'œuvre, comme l'humour juif. Hein, ça, voilà. Bon, voilà. Donc, oui, comme voilà. vous disiez sur l'humour juif, c'est ce qu'ils pensent souvent. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bref. Donc, ils ironisent un petit peu sur ce qu'ils sont. Au fond, de toute façon, est antisémite tout ce qui ne plaît pas au lobby judéo-sioniste. Aussi simple que ça. Et apparemment, beaucoup de choses, voilà, c'est tout. Pas, donc, les gens normaux, apparemment, leur plaisent pas. Bon, voilà. Donc, c'est tout. Bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment une conjonction, si vous voulez, une addition des forces hostiles, antagonistes, contraires à Rivarol, avec une volonté vraiment d'anéantissement qui est de plus en plus explicite, de plus en plus flagrant. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines de suite que la présidente de l'OGE dispose d'une tribune de plusieurs minutes. La dernière fois, c'est minutes 34, rien que sur mon cas personnel, ce qui me fait beaucoup d'honneur, certes, mais enfin, alors que, bon, faut dire les choses, ce que je disais au magistrat, Rivarol, qu'est-ce que c'est, quoi, je veux dire, c'est quoi, de 2000 à 2500 abonnés maximum, et bon, c'était 2000 à 2500 ventes en kiosque, dans les supermarchés, enfin, dans les différents points de presse en France, au maximum. Bon, un petit paquet de milliers, ouais. Voilà, ce qui est en train de supprimer, voilà, donc je veux dire, c'est rien du tout, quoi, je veux dire, c'est pas de choses, bon, donc, on est rien du tout, et en plus, bon, c'est quand même des articles qui sont en général assez longs, assez denses, écrits relativement petits, donc, c'est vraiment pour des gens qui aiment la lecture, qui veulent les articles de fond, donc, de toute façon, ça n'est pas un journal qui est destiné à un grand public, bon, ça n'a jamais été le cas, de toute façon, depuis 72 ans, donc tout ça est grotesque, en plus, personne n'est obligé de le lire, personne n'est obligé de l'acheter, les gens qui le lisent, c'est parce qu'ils ont envie de le lire, voilà, on a même parfois des abonnés surprenants, puisque je crois que l'université de Tel Aviv est abonnée même, voilà, donc si le journal disparaît, voilà, il ne sera plus abonné. C'est plus pour jeter un œil, j'imagine, bon, voilà, mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est que, après tout, comme je l'expliquais au magistrat, on juge de la libéralité d'un régime politique à la liberté qu'il laisse aux différentes contestations, aux différentes oppositions. Et je dirais que Rivarol, aussi modeste soit-il, fait partie un peu de l'histoire politique et journalistique de la France. C'est un peu la tradition d'une presse imprimée, d'une presse écrite, d'une presse d'opinion, qui maintenant est quasiment en voie de disparition, qui a traversé plusieurs républiques, plusieurs décennies, et que même on voit dans certains vieux films, on voit dans les kiosques à Paris, on voit parmi d'autres journaux Rivarol et sa une, et par ailleurs, même au musée Charles de Gaulle que j'ai été récemment, on voit parmi d'autres journaux une de Rivarol, bon, ça fait quand même partie de l'histoire politique de la France, et puis, même, comme je l'ai dit, le film culte de François Truffaut de 1980, Le Dernier Métro, eh bien, on voit, il y a une scène qui se passe dans l'imprimerie historique, l'imprimerie gutenbergeoise de Rivarol. Bon, donc si vous voulez, c'est aussi toute une tradition de la presse écrite. Et à partir du moment où des journaux, par exemple, d'extrême gauche, comme Lutte ouvrière, peuvent exister, ce qui ne me gêne pas du tout, eh bien, je vois pas pourquoi un journal comme Rivarol ne pourrait pas exister. Et moi, je n'ai jamais demandé, je ne demanderai jamais la suppression, l'interdiction ou la ruine d'un journal, même diamétralement opposé aux convictions que je défends. Bon, mais eux, apparemment, ne supportent pas tout ce qui n'est pas conforme à leur vision de l'homme, du monde, de la société, de la vie. C'est quand même consternant. Que ce que je dis leur déplaise ou les choque, je le conçois, mais de là à vouloir nous interdire et vouloir me faire embastiller, voire pire, c'est quand même assez particulier. Donc le jugement aura lieu le mercredi 19 octobre à 13h30. On en rendra compte, je pense, dans une vidéo qu'on fera probablement en octobre ou novembre, de tout cela. Et voilà, mais le combat continue. Nous ne changerons rien à la ligne éditoriale de Rivarol. Nous continuerons à dire ce que nous avons à dire, hein. Voilà, sans faiblesse et j'espère sans excès, en disant les choses, en disant la vérité telle qu'elle est, c'est tout. Voilà, sans langue de bois.
Mais je dois dire que je suis un petit peu stupéfait. Pas totalement, parce que je sais le monde dans lequel nous vivons, mais enfin, je n'ai jamais appelé à la violence ou à la haine contre quiconque. J'ai moi-même été victime plusieurs fois de violences physiques ou verbales, et pour ma part, je n'ai jamais participé à aucune bagarre de ma vie, je n'ai jamais ni lancé des menaces de mort ou fait quoi que ce soit. Enfin, tout ça est ridicule, parce que je crois que la présidente de l'OJE disait quelque part que j'avais une part de responsabilité dans les crimes antisémites qui auraient lieu en France. Outre que, en général, les quelques crimes en question, d'abord il faudra déjà vérifier s'ils sont réellement antisémites, parce que dès qu'un juif est mort ou est tué, on dit tout de suite c'est antisémite, alors que ça peut être un problème de voisinage, ça peut être un problème tout à fait autre que cela. Enfin, c'est ridicule. Quand un catholique est assassiné, on dit pas tout de suite c'est un crime anticatholique, c'est grotesque. Hein, c'est pour essayer toujours de faire monter la sauce. Les motivations. Ouais, bah évidemment, les motivations. En quel cas, ça serait un martyr. Et très souvent, quand on regarde, le plus souvent, bon, même je dirais quasiment tout le temps, c'est jamais le cas, quoi. Je veux dire, bon, parce que tu es quelqu'un pour sa race, sa religion, je dis pas que ça peut pas exister, mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas le cas de la plupart des crimes, quand même. Je veux dire, bon, comme en France, faut quand même pas exagérer. Ouais, bon, ça peut être sur l'emprise de la drogue, ça peut être un crime crapuleux, ça peut être bon, un crime passionnel, bon, voilà, ça peut être une bagarre qui a mal tourné, bon, tout ça est ridicule, bon. Et d'autre part, bon, la plupart de nos lecteurs sont des gens qui sont lettrés, et je pense que le journal a quand même toujours eu, me semble-t-il, une certaine tenue intellectuelle. Voilà, c'est plus des gens qui sont versés dans la controverse intellectuelle et non pas du tout des petites frappes, quoi, je veux dire, et encore moins des assassins, enfin, ou des voyous. Tout ça est grotesque, quoi, je veux dire. Bon, c'est d'une mauvaise foi insigne. Enfin, on sait qu'ils sont, que ces associations sont tout à fait capables d'une mauvaise foi insigne. Oui, ça leur pose pas de problème de conscience de faire mourir la vie du journal. Voilà, tout à fait. Ce qui tourne autour. Non, mais je pense qu'ils nous font payer un petit peu les bons mots qu'on a utilisés, qu'on s'est un petit peu moqué un petit peu dans certains, un peu, voilà, de ce lobby, d'un certain nombre de choses qu'ils font, tout ça, du CRIF, etc., enfin, de l'antité-sioniste. Et aujourd'hui, ça n'est plus supportable. C'est-à-dire qu'il y a une époque, ils pouvaient encore tolérer éventuellement qu'on survive, bon, puisqu'on est quand même tout petit, mais aujourd'hui, ils ne supportent plus. Ils ne supportent pas la moindre voix discordante et dissonante, donc il faut absolument nous éliminer. Voilà. Donc donc comme ils ont peut-être espéré qu'on finirait par disparaître faute de lecteurs et faute d'abonnés, ce qui est le cas de la plupart des publications de la droite nationale jusqu'à présent, puisque ont disparu successivement National Hebdo, l'Action française, Minute, puis récemment cet été, en juin dernier, et donc on est un peu le dernier, si j'ose dire. On est un peu les derniers des Mohicans, en quelque sorte. Et je dirais qu'il plus est sur une ligne qui est quand même, me semble-t-il, la plus radicale, la plus claire, la plus ferme, la plus engagée. J'ai tendance à penser aussi la plus talentueuse, me semble-t-il. Bon, mais moi, je suis un peu jugé parti, mais j'ai quand même ce sentiment-là. Et par conséquent, il est évident que on veut, en quelque manière, nous faire payer le fait qu'on vive encore, voilà, et qu'on puisse quand même sensibiliser, comme on dit aujourd'hui, encore une partie, fut-elle très modeste, du public à des problématiques qui sont complètement étouffées par les médias, voilà, par les grands médias, voilà. Donc vraiment, aidez Rivarol, aidez-nous par vos abonnements, par vos dons, par votre militantisme. Si vous voulez continuer à l'acheter en kiosque ou dans des supermarchés, regardez, parce que même par exemple si Carrefour ou d'autres enseignes ont dit publiquement qu'elles ne le vendraient plus, ça ne veut pas dire forcément que dans tous les magasins de ce type, il n'y soit plus. Il se peut qu'effectivement localement, ils le reçoivent encore, etc. Donc moi je vous conseille quand même, et vous faites vos courses, à partir du moment où il y a des points presse, de regarder s'il y a Rivarol. Et s'il y a, je vous conseille de l'acheter. Voilà, parce qu'en plus ça peut quand même le fidéliser un petit peu, encourager peut-être le gérant ou les personnes qui s'occupent de la partie à journaux, finalement peut-être de le conserver, au moins un certain temps. Par conséquent, moi je vous encourage quand même à regarder autour de vous, si vous avez un petit peu de temps, quand vous faites vos courses, quand vous êtes dans le centre-ville de différentes agglomérations, de voir éventuellement dans les points presse, de demander s'il y a Rivarol, de le chercher, de regarder. Je veux dire, ça prend pas forcément beaucoup de temps, c'est un réflexe à avoir, et on sait jamais, il peut y avoir parfois de bonnes surprises. Hein, voilà, tu vois, on me dit même par exemple qu'il y a des relais, par exemple, officiellement Relais ne le prend plus. Je rappelle que les relais c'est surtout les gares et les aéroports. Bon, mais mes amis m'ont dit qu'ils avaient trouvé dans tel ou tel relais, je vais pas donner le nom parce qu'après il sera mis en cause, mais qu'ils l'avaient
trouvé dans quelques relais ici et là. Donc ça ne veut pas dire que, parce que relais a dit qu'il n'y aurait plus de Rivarol, qu'il ne puisse plus en y avoir dans quelques relais encore. Ce ne sera pas dans la majorité, parce que Freddy Le Lion, ça sera sans doute assez rare, hein, voire très rare. Mais il peut y en avoir quelques-uns. Et dans d'autres magasins qui ont dit non, c'est un peu selon la commande du vendeur local. Notamment des enseignes où il y a des franchises, bon il y a plus de liberté du gérant local, donc il peut y en avoir aussi. A priori, oui. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, continuez quand même à l'acheter, ça peut quand même fidéliser, regardez, voilà, ceux en tout cas qui l'achètent en kiosque et même les autres, ça peut être intéressant, voilà, de l'acheter, de toute façon ça nous aide, hein, même les gens qui peuvent s'abonner et qui essayent de l'acheter en plus, c'est encore mieux, quoi. Bon, mais c'est sûr que ceux qui ne veulent en aucun cas manquer aucun numéro, le plus simple, c'est quand même l'abonnement, c'est évident, voilà. Je vous dis vraiment, si vous avez un souci avec le fait que ça puisse être vu ou su, il n'y a aucun souci, le mot Rivarol n'apparaît pas sur le plastique, donc, et d'autre part, c'est parfaitement opaque, hein, vraiment, ça, j'ai bien regardé, donc il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, sauf vraiment à déchirer le plastique, mais d'abord, il faut vraiment le vouloir, c'est quand même épais, et bon, voilà, donc honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus, je veux dire, voilà, donc voilà, donc aidez-nous par tous les moyens, voilà. Merci. Donc pour parler un petit peu d'actualité générale et même un peu étrangère, nous allons regarder du côté de l'Angleterre avec le décès de la reine Elisabeth II. Oui. Que nous avons appris aujourd'hui, le 8 septembre. Tout à fait. C'est une nouvelle qui est importante au sens où d'abord c'était la monarque ou le monarque le plus âgé encore en fonction, puisqu'elle avait 96 ans. Et régnant depuis le plus longtemps, puisqu'elle a régné depuis le 6 février 1952, c'est-à-dire qu'elle aura eu un règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours. 6 février 1952, 8 septembre 2022, aujourd'hui même, puisqu'on fait cette vidéo, le 8 septembre au soir. Et donc on a pris donc, en France vers 19h30, pas avant 19h30, donc son décès, je crois qu'il a eu lieu dans l'après-midi, aujourd'hui même. Donc, elle a connu Pie XII régnant. C'est ce que j'allais dire, je crois que c'est le dernier chef d'État ou de gouvernement dans le monde, pas simplement en Europe, mais dans le monde. Je suis même sûr de ça. Aussi la plus qui a connu Pie XII, qu'il a même rencontré dans une rencontre officielle et publique. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, elle fait un petit peu la jonction entre l'ancien monde et le nouveau monde, finalement. 70 ans de règne, ça n'est pas rien. Elle n'aura pas battu le record européen de Louis XIV, qui a régné 72 ans, 3 mois et 18 jours, qui est mort d'ailleurs lui aussi au mois de septembre, le 1er septembre 1715, je crois également en soirée, je crois. Mais bon, ça va être un peu différent, puisque en fait, lui, son règne personnel n'a commencé, je crois, qu'en 1661. Avant, c'était une régence, en fait, voilà, et de 43 à 61. Donc en fait, elle, ça a toujours été un vrai règne personnel, puisqu'elle est arrivée à 25 ans, sauf que c'était essentiellement, et même exclusivement, une fonction de représentation qu'elle avait, finalement, alors que Louis XIV dirigeait évidemment lui-même le pays. C'était presque honorifique. C'était essentiellement honorifique. Alors, il faut distinguer deux choses. Pour Elisabeth II, je dirais qu'il y a la forme et le fond. Sur la forme, il est certain qu'elle a, malgré toutes les frasques de la monarchie britannique, et notamment de ses enfants et petits-enfants, je pense tout particulièrement au prince Andrew, qui s'est quand même particulièrement sali dans l'affaire Epstein, affaire quand même du pédomane et violeur Epstein. Là, c'est quand même quelque chose d'effrayant, je veux dire, cette affaire-là. Bon, donc ça montre quand même le degré de corruption des têtes couronnées, quoi, aujourd'hui. Bon, voilà. Et d'autre part, tous ces enfants, sauf un, je crois, ont divorcé ou se sont séparés. Bon, ont eu quand même, toute l'affaire avec Diana, Charles, ça n'est quand même pas brillant, Camilla, etc. Bon, par conséquent, il y a quand même beaucoup de scandales qui entourent la monarchie britannique, mais je dirais que malgré ces scandales, elle a su par ses qualités personnelles, à la fois sa discrétion, son élégance, je crois qu'elle avait une vie privée, semble-t-il, impeccable, hein. On ne l'a pas connue d'amant, on ne l'a pas connue d'aucune frasque particulière, aucun excès particulier, etc. Elle a su, par sa présence, je crois que c'est une femme de devoir, elle a su incarner la continuité de la monarchie britannique, et bien que ce soit une monarchie constitutionnelle, et malgré, et même si son règne, on va y venir, a été marqué par la décadence du Royaume-Uni, qui a perdu l'essentiel de son empire colonial. Bon, il reste le Commonwealth, mais bon, c'est quand même peu de choses finalement par rapport à ce qu'était l'empire britannique, hein. Lorsque elle est arrivée à la tête du pays, c'était encore un pays extrêmement
puissant. Et en l'occurrence, ces 7 décennies marquent quand même l'effondrement civilisationnel, moral et même politique et géopolitique du Royaume-Uni, hein, c'est certain, même s'il n'a pas de responsabilité directe dans cela, évidemment. Mais il faut reconnaître qu'il y avait une certaine dignité personnelle chez elle, même si ça n'était pas une briseuse de barrage, hein, je veux dire, elle ne s'est opposée à rien, elle a tout signé, y compris l'avortement, le mariage homosexuel, etc. Il est vrai que c'est une fonction purement de représentation, la monarchie britannique, mais je veux dire, publiquement, à aucun moment, elle ne s'est opposée à rien, quoi, voilà, ouais. Donc je ne sais pas quelle était sa conscience personnelle, si elle avait ou non des états d'âme, je l'ignore, mais il est certain qu'elle ne s'est opposée à rien. Mais malgré tout cela, il faut reconnaître que, surtout si on la compare à d'autres monarques, et a fortiori au personnel politique en France ou ailleurs, elle a quand même était sur le plan quand même du protocole, je dirais, et de son comportement tant privé que public, je dirais, d'une dignité, d'une discrétion, d'une élégance qui me paraissent pas discutable, quoi, je veux dire, voilà. Et le fait en plus qu'elle ait eu un règne si long, ça a ajouté, si j'ose dire, à l'aura qui l'entourait, notamment auprès du peuple britannique, puisque la plupart des Anglais, des Écossais et des Gallois et des Irlandais du Nord et des pays du Commonwealth n'ont connu qu'elle comme règne, finalement. Les gens de moins de 70 ans n'ont connu qu'elle, je dirais même presque les gens de moins de 80 ans, parce que finalement on a une conscience politique et un souvenir de ce qui se passe quasiment nul avant 8 ou 10 ans, quoi, hein, je veux dire, voilà. Donc moi, mon premier souvenir, c'est quand même la fin de Giscard et de Mitterrand, j'avais quand même déjà presque 10 ans, hein. Avant 8-10 ans, c'est difficile d'avoir des souvenirs précis, surtout sur un plan politique ou de personnage public. Bon, donc c'est symboliquement voilà, fort, oui. Voilà. Donc à la limite de moins de 80 ans, je pense qu'ils n'ont quasiment qu'un souvenir de son prédécesseur George VI, etc. Donc c'est quand même l'immense majorité des Britanniques et des gens du Commonwealth, et puis je dirais même de l'ensemble de l'humanité, finalement. L'immense majorité des gens ont quand même moins de 70 ans, a fortiori moins de 80 ans, qui n'ont connu qu'Élisabeth II, quoi, depuis leur enfance ou leur naissance, quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'est une page qui se tourne, et bon, elle est plus symbolique qu'autre chose, hein, puisque bon, je ne pense pas que le fait que son fils Charles, qui est déjà le futur roi, qui a bientôt 74 ans, je ne pense pas que ça changera vraiment grand-chose, enfin on verra, mais il est certain que elle incarnait quand même, par son grand âge, par la longévité de son règne et par l'excellence de ses manières, de son maintien, etc., malgré tout, une certaine tradition. Alors, elle était purement formelle, elle était purement, je dirais, d'apparat, de protocole, etc., ce qui est peu de choses, mais ça compte quand même. Ça compte quand même dans la vie des peuples. Ça n'est pas totalement sans importance quand même. Voilà. Et de ce point de vue-là, surtout quand on voit comment se comportent ses enfants et ses petits-enfants, on peut quand même craindre qu'il y ait une dégradation, si vous voulez, même par rapport dans le comportement sur la vie privée, même peut-être des frasques sur le plan public. Voilà, c'est tout à fait possible que ça arrive dans les années qui viennent. Voilà, ce qui risquera d'ailleurs d'atteindre l'aura encore davantage de la monarchie britannique, finalement, parce que malgré tous les scandales, je le répète, qui ont éclaboussé son règne, elle a su, par ses qualités personnelles, sauver en quelque sorte, dans le cœur de la plupart des Britanniques, la monarchie britannique, quoi, voilà. Mais c'est sûr que bon. C'est vrai qu'ils sont étranges, les Britanniques, là-bas, même des gens d'extrême droite disent vive la reine. C'est-à-dire qu'elle en impose. Pas... C'est-à-dire qu'elle en impose plus, évidemment, qu'un Macron, par exemple, c'est évident. Enfin, elle le présente quand même mieux, quoi. Moi, je me rappelle son discours au moment du confinement en 2020. Il faut reconnaître qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans son discours, hein, rien de transcendant. Mais il faut reconnaître que par son maintien, la façon dont elle s'exprimait, le fait qu'elle faisait un appel au discours qu'elle avait tenu au début de la guerre en 1940, alors qu'elle n'était pas encore reine, qu'elle était simplement une princesse, ce continuum historique à 80 ans d'écart était quand même assez impressionnant, et j'avais été quand même frappé de la solennité de son discours, la rareté de sa parole d'ailleurs la rend de ce point de vue-là plus précieuse en un sens, bon, mais elle avait même encouragé les gens à prier.
ce qui serait inimaginable aujourd'hui. Pendant le confinement, encourage à prier, alors sans associer évidemment cette prière à une religion ou à un culte particulier, mais c'était quand même déjà énorme. En 2020, c'est énorme, quoi. Bon. Et donc, aux États-Unis, ils ont un peu cette mentalité. C'est vrai, mais là c'est comme en Angleterre. Enfin, en France, c'est mal vu de croire en Dieu aussi. Ah oui, c'est très mal vu. Trop le cas, ça depuis 200 ans. Même en Italie, en Espagne, c'est pas trop. Ça, vous avez raison. Ça, la France, c'est terrible pour ça. La France, c'est terrible pour ça. Mais cela étant dit, voilà, ça j'avais trouvé ça quand même bien, quand même, si vous voulez, c'est quand même à souligner. Voilà. En plus, elle a quand même été mariée pendant près de 74 ans au duc d'Édimbourg, finalement, qui est mort le 9 avril 2021, il y a 15 mois. Auquel vous avez un peu rendu hommage, enfin en tout cas évoqué, peut-être pas à ce point-là. Non, j'ai évoqué. Non, mais ils étaient tous très politiquement corrects, il n'y a rien à attendre. Certain, et en plus, la monarchie britannique, les liens avec le sionisme, donc si vous voulez, j'en rien sur le plan politique. Probablement la franc-maçonnerie aussi. Oui, dire que j'avais visité une fois, est-ce qu'on peut visiter le palais de Buckingham, effectivement, il y avait toute une pièce où il y avait carrément des signes francs-maçons, et même d'ailleurs le guide nous expliquait qu'effectivement, c'était des signes francs-maçons, tout ça, donc on sait très bien que la monarchie britannique depuis des siècles, c'est ça, quoi, je veux dire. Donc je suis pas du tout je suis pas du tout en train de l'idéaliser. Objectivement, ça a été en plus l'ennemi de la France, traditionnel, etc. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Et je dirais même que c'est les bonnes manières d'Elisabeth II ont servi, comme l'explique très bien Martin Pelletier, la révolution arc-en-ciel, la révolution mondialiste, parce que finalement, elle a tout laissé passer finalement, je veux dire, y compris l'immigration. Elle rassure. Voilà, rassure, mais tout est passé. L'immigration massive, l'avortement, le mariage homosexuel, la perte de l'empire colonial, bon, la destruction de la civilisation britannique, etc. Le délire de la crise Covid et tout ça. Voilà, c'est clair, ça c'est certain, elle ne s'oppose à rien. Mais et c'est vrai que même d'une certaine manière, son élégance et ses qualités personnelles ont même favorisé cela, c'est certain. Mais malgré tout, sa longévité, son sens du devoir, quand même, malgré tout, sont quand même à noter, si vous voulez, parce que quand on voit comment se comportent à la fois ses enfants, ses petits-enfants, et aussi les républicains en France et dans d'autres pays et tout ça, bon, il y a quand même plus de tenue malgré tout, plus de dignité, au moins chez elle. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est à noter. Puis quelque part, quand les gens sont âgés ou très âgés, c'est son cas, qui a 96 ans, mai, juin, juillet, août, septembre, et près de 5 mois, eh bien, quelque part, c'est un petit peu la fin d'un monde, en quelque sorte. Moi, j'avoue que quand j'ai connu des gens, que ce soit Pierre Sidos ou d'autres, de vieux prêtres, de vieux curés aussi, qui sont morts, quelque part, on pleure aussi un peu sur soi-même quand on pleure sur les autres, parce que finalement, c'est un peu une partie de notre jeunesse et notre vie d'avant qui disparaît en quelque sorte. Et, d'une certaine manière, elle a connu quand même, dans sa jeunesse et au début de son règne, encore la fin de l'ancien monde finalement, qui était un monde encore... Ce sont un peu des modèles de notre génération, même si c'est pas le même âge tout à fait. Disons que je dirais pas que c'est un modèle dans son cas, puisque elle est tout avalisée, mais disons qu'elle a quand même connu dans sa jeunesse l'ancien monde finalement. Voilà. D'ailleurs même son couronnement, il était encore très solennel. En 1953, l'abbaye de Westminster, qui était d'ailleurs en mode vision. Bon, et donc une époque où on n'avait pas tout remis en question sur et c'est vrai le genre, les races. C'est-à-dire qu'elle incarne à la fois la fin de l'ancien monde, du monde encore traditionnel, du monde qui est complètement englouti aujourd'hui, civilisation qui est engloutie, et le nouveau monde, voilà. Et elle est un peu à la jonction et à la charnière de ces deux mondes, et son règne finalement. Et donc c'est vrai que quelque part, sa mort, c'est le tribunal de Nuremberg. Voilà, quelque part sa mort, ça nous conduit un petit peu à une certaine nostalgie de l'ancien monde finalement, qui n'était pas bien sûr un âge d'or, mais qui malgré tout, puisque finalement il a accouché du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais qui préparer les prémices. C'est sûr, mais qui malgré tout était quand même beaucoup plus vivable et respirable que le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Oui, c'était une ascension sociale et là c'est plutôt la dégringolade. On se demande si nos civilisations vont disparaître en tant que telles. Et derrière, c'est symboliquement, elle aura eu le temps quand même de participer, au moins symboliquement, à son jubilé de platine, 70 ans, juin dernier. On l'a vu 2 fois à son balcon à Buckingham. Et puis, c'est assez étonnamment, c'est un petit peu parfois les clins d'œil de la Providence. Elle a eu le temps de voir une dernière fois l'ancien premier sortant Boris Johnson et d'inaugurer le règne du nouveau Premier ministre, qui est une femme, Liz Truss. Donc ça aurait été son 15e et dernier Premier ministre. Voilà, puisque finalement, elle l'a reçu avec une canne mardi, et 2 jours après, elle meurt. C'est assez étonnant. Ce qui fait qu'elle est quand même restée debout jusqu'au bout, finalement, jusqu'à ces dernières heures, quasiment. Voilà, elle n'a pas connu une longue agonie. Mais c'est pas tellement étonnant, parce que c'était quand même une femme d'action, malgré tout, puisqu'elle recevait comme chaque
semaine, le Premier ministre, elle devait quand même signer un certain nombre de courriers. Je crois qu'elle a travaillé jusqu'au bout, même si les derniers mois étant fatiguée, elle faisait beaucoup moins. Mais je pense que le fait d'avoir une dame d'action, sans doute, ça lui a permis de vivre très longtemps, d'une part, et d'autre part, peut-être aussi que lorsque on lit, on est amené à lire beaucoup, à avoir beaucoup d'activités, il y a peut-être moins de risques, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, de faire des démences séniles, des maladies de l'Alzheimer, des choses comme ça. Finalement, elle est morte debout quelque part, je veux dire, voilà. Et donc, elle a évité quand même la tragédie d'une longue agonie, quoi, qui peut être parfois comme très pénible. Parfois, il y a des chefs d'État qui agonisent pendant des mois entiers. Je veux dire, bon, je crois que Franco, ça avait été très long, d'ailleurs, notamment. Voilà, bon, voilà. Donc, il n'y a pas eu ça. Et voilà. Maintenant, le nouveau Premier ministre Liz Truss, élu donc par les adhérents du Parti conservateur, c'est une catastrophe. De toute façon, c'est dans la lignée des différents premiers ministres successifs du Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est une femme ultra-sioniste. En plus, elle vient d'ultra-gauche. Bon, maintenant, elle est chez les conservateurs. Elle a même milité pour l'abolition de la monarchie dans sa jeunesse au Royaume-Uni. Bon, voilà. Et en l'occurrence, lorsqu'elle était secrétaire d'État de Johnson, elle a, en l'occurrence, rendu public un projet avec son homologue israélien visant à interdire l'arme nucléaire de l'Iran. Donc on voit très bien que, puis elle était à Yad Vashem, etc. Bon, donc elle est complètement formatée. Elle a signé la totale. Ah oui, elle est complètement, voilà. Donc de toute façon, il n'y a rien à attendre d'elle. C'est-à-dire que sur le plan sociétal, elle sera catastrophique, et sur le plan géopolitique, elle sera catastrophique aussi. Donc il n'y a rien à attendre de ce point de vue-là. Et sur le Brexit, pas de remise en question après ça, je pense que maintenant le Brexit c'est fait. De toute façon, le Brexit, ça n'a finalement rien changé, parce que finalement, enfin, à des nuances près, et même pour les États-Unis, c'est toujours quand même le même mondialisme, le même poids de la de la finance internationale, etc. Oui, la souveraineté pour faire quoi. Voilà, pourquoi faire. Donc ça n'a rien changé. C'est d'ailleurs là où on voit d'ailleurs les limites du souverainisme, parce que je veux dire, le souverainisme certes, mais pourquoi faire, quoi, je veux dire, parce que si c'est pour finalement qu'il y ait le mariage homosexuel, qu'il y ait l'avortement, et qu'on soit soumis au même lobby puissant, LGBT, judéo-sioniste, États-Unis et affairistes, je vois pas l'intérêt, je veux dire, je vois pas l'intérêt. C'est pareil. Oui, donc après pour le reste d'actualité internationale, on a évidemment encore la guerre larvée un peu en Ukraine, mais qui cause des soucis énergétiques, d'approvisionnement et même de rationnement. Et après, on en parlera peut-être un peu vite, peut-être à trop détailler sur le sujet, en sachant que ça n'a pas atteint la tension de la crise Covid non plus à l'heure actuelle. Mais c'est ce qui se profile un petit peu. De toute façon, là, je fais le lien. Déjà, l'histoire du Covid, c'est quand même intéressant de noter qu'il y a un blackout total des médias sur tout ce qui concerne les effets secondaires, y compris les AVC, les décès liés à la vaccination dite contre le Covid. Et ça, je crois que je voudrais quand même dire un mot, parce que pendant les vacances, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de gens. Moi, j'essaie toujours d'interroger les gens. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'humain, quoi. C'est les contacts humains, c'est une des choses les plus intéressantes dans la vie. Il y a les livres, mais les humains, je trouve que c'est encore plus intéressant. Et alors qu'on apprend des choses, voilà, c'est ça. Et alors, je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils font, leur travail, leurs activités, etc. Et notamment, je veux dire, j'ai rencontré une orthophoniste qui fait ça depuis plus de 20 ans et qui me dit que, eh bien, elle n'a jamais, depuis un an ou deux, elle n'a jamais eu autant de consultations pour AVC, pour accident cardiaque, donc avec des gens qui ont des problèmes de motricité, d'élocution. Alors après, il y en a d'autres qui s'en sortent mieux que d'autres, mais elle me dit c'est multiplié quasiment par 10 par an, et de plus en plus jeunes également. Des AVC de plus en plus jeunes, quoi. Parce que des AVC à 40 ans ou à 30 ans, c'est quand même rare, quoi. Or, elle a des AVC à 40 ans, 30 ans, même parfois plus jeunes. C'est ce que le docteur constate en plus, je veux dire, au jour le jour, quoi. Tout à fait. Donc là, c'est un orthophoniste. Et d'autre part, mon avocat, là, que j'ai, me dit qu'il y a énormément de clients, puisque bon, il est sur Paris, mais il a énormément de clients d'activité. Mais il me dit, mais moi, j'ai perdu énormément de clients qui sont morts, parfois pas très vieux, d'AVC, et tous s'étaient fait vacciner, quoi. Voilà. Il m'a dit, j'en ai perdu, moi, peut-être une dizaine, quoi. Je veux dire, en un an, ce qui est impressionnant, ça, ouais. Ah oui, comme par hasard, c'est tous des gens qui s'étaient vaccinés quelques mois avant, c'est quand même impressionnant. Et autre témoignage également, un assureur qui dit pareil, que le nombre de clients qui sont morts, y compris dans la force de l'âge, après s'être fait vacciner, il a prévu qu'il n'a jamais autant de décès que cette année. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai quand même des témoignages concordants, et là, moi, ce qui me frappe quand même, c'est là qu'on voit, si vous voulez, on vit vraiment dans le règne du mensonge et de l'omerta dans un grand nombre de domaines. On le voit, bon, pour ce qui concerne l'entité sioniste, tout ça, bon, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la Shoah et tout ça, bon, l'immigration, enfin, il y a plein de sujets, mais vraiment le Covid, c'est quand même frappant. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui voient clair sur le Covid, et ils pensent qu'en voyant clair sur le Covid, ils ont tout compris, mais ils pensent que tout le reste, on ne ment pas. Mais si on ment sur le Covid, on nous ment sur tout, finalement. Voilà, c'est un aliment parmi d'autres, quoi, voilà. Et
on voit très bien que... Ça a rendu les choses un peu plus visibles, mais... Non, mais disons que c'est quand même impressionnant, quoi. Et souvent, d'ailleurs, ces vaccins, ou ces 10 vaccins, souvent, il y a des gens qui meurent après avoir fait un effort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs, même qui sont atteints, qui font un effort violent, intense, et hop, voilà, et ils font un AVC, etc. Mais il y a vraiment un blackout total. Je veux dire, où est-ce qu'on voit des reportages à la radio, à la télévision, là-dessus? Celui qui parle, il va être censuré. Et on dit tout de suite complotisme. Donc, vous voyez que tout ce qui est ce qu'on appelle complotisme, antisémitisme, antisionisme, racisme, homophobie, tout ça, lesbophobie, transphobie, tout ça, je veux dire, ça participe de la même volonté d'essayer de diaboliser et d'éradiquer toute personne qui dit la vérité, finalement. Toute personne qui essaye de rechercher et de dire la vérité, voilà, de lutter contre le mensonge. Faut bien comprendre ça, le mensonge dont Satan est le père, hein, voilà, hein, Satan qui est le prince de ce monde, voilà. Donc, il faut bien comprendre tout ça, et j'avoue que quand on y réfléchit, quand même, c'est quelque chose d'effrayant. Et par exemple, là, on a perdu, il y a quelques jours, le 1er septembre, le dessinateur Jacques Marchal, à 75 ans, qui est l'auteur du Rat Noir, vous savez, le Rat Noir qu'on voit dans les albums du GUD, etc., qui était un compagnon de route du GUD, de Rode Renouveau, du PFN, dans les années 70. Et moi j'ai appris de sources sûres, hein, puisque ce sont des amis de Jacques Marchal qui m'ont dit ça. Lui il était tout à fait anti-complotiste, tout ça, il s'est fait vacciner, ainsi que son épouse et tout ça. Son épouse a fait un AVC, lui a fait un premier AVC, et là, deuxième AVC, il est mort, je veux dire, ouais, il est mort. Moi, je suis convaincu que c'est une victime du vaccin, hein, je veux dire, ouais. Alors, on va me dire, on peut prouver, etc. Je veux bien, mais enfin, c'est quand même étonnant. Moi, je ne le connaissais pas malade jusque-là, hein. Je ne crois pas qu'il avait d'accident cardiaque avant, etc. C'est étrange, ces gens de nos milieux qui font confiance. Il y a beaucoup de gens, notamment dans la Nouvelle Droite, même si certains catholiques, hein. Mais dans la Nouvelle Droite, bon, la plupart, sauf quelques rares exceptions individuelles, comme ils sont très anti-complotistes, si vous voulez, très anti, comment dirais-je, il n'y a pas de dimension spirituelle chez eux. Donc, il n'y a pas un complotisme barjot, c'est pas bon non plus. Non, je suis d'accord, mais il n'y a pas une conscience du règne du mal, quoi. Je veux dire, du règne du mal. Bien sûr qu'il faut raison garder, notamment tout ça. A priori, un régime contre lequel ils luttent ou ils aiment pas trop. Non, mais il faut quand même voir la vérité en face. Évidemment que bon, il y a un complotisme évidemment qui dessert, qui est complètement stupide, comme Canon, tout ça, etc. Bon, les comment dirais-je, les reptiliens, etc. tout ça, voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est fait pour discréditer. Ça, c'est un complotisme qui discrédite. Mais il y a quand même un certain complotisme au sens où il est évident qu'il y a des complots. D'ailleurs, je crois que c'est le psaume 2 qui dit bien qui sont ces peuples qui trament de 20 complots, et que je sache, la passion et la mort du Christ, c'est bien le fruit d'un complot quand même, hein. Bon, voilà. Donc de toute façon, dès qu'il y a de la politique, il y a de l'intrigue. Donc s'il y a de l'intrigue, il y a du complot, quoi, je veux dire. Donc faut quand même arrêter, quoi, je veux dire, avec ça. Bon, voilà. Donc je veux bien, moi, l'anticomplottisme et tout ça. Évidemment qu'il faut être prudent, qu'il faut pas tomber dans tous les panneaux et tout ça. Mais d'un autre côté, faut pas non plus écouter tout ce que dit BFM TV et le reporter, il considère comme parole d'évangile, hein. En général, il faut plutôt penser le contraire, hein. Et on tombe à peu près juste en général. Bon, voilà, surtout sur les sujets importants. Bon, et donc non, c'est quelque chose comme d'effrayant. Et moi, c'est pourquoi vraiment j'encourage les gens à ne pas se faire vacciner, hein. Je veux dire, voilà, quitte à trouver. C'est un peu passé de mode pour l'instant, mais ça pourrait revenir. Quitte à trouver des ruses, etc. Voilà, mais je veux dire, il faut absolument éviter ça. Voilà. Et donc, pour maintenant, pour en revenir au gaz, oui, c'est-à-dire que un narratif chasse un autre narratif. On a eu le Covid qui n'est pas complètement encore disparu, et finalement maintenant c'est la question de l'énergie, du gaz, de l'électricité et même de l'alimentation, puisque je rappelle qu'il y a quelques mois, Macron a dit qu'on allait vers une crise alimentaire de grande ampleur. Hein. Il a dit d'ici un an et demi, et moi c'est la raison pour laquelle je vous encourage très fortement à quand même, si vous le pouvez, à essayer quand même de faire quelques réserves sur le plan alimentaire, parce que peut-être que ça n'arrivera pas, mais peut-être que si, il vaut mieux être prudent que de manquer de prudence, surtout si on a des enfants, dans ce cas-là. Donc, je sais pas, moi, faire quelques réserves, si faire des réserves, notamment de conserve, des choses comme ça. Si même le chef d'État le dit, et même Ségolène Royal. Avoir un but à gaz, que si jamais il n'y a plus d'électricité, pour pouvoir quand même chauffer un peu des aliments, etc., chauffer le lait, avoir des nourrissons, que sais-je. Enfin, en tous les cas, moi je pense qu'il faut quand même essayer de commencer progressivement. On a sans doute quelques mois devant nous, j'espère un peu plus, mais essayer de stocker un minimum de choses. Moi je vous y invite. Moi-même, je vais pas en recommencer, mais il faut le faire. Monsieur Borne et Macron en parlent. Ils en parlent eux-mêmes. Et même Ségolène Royal qui avait choqué les plateaux télé en se permettant quelques propos dignes, entre guillemets, de complotistes, qui étaient très mal passés, en disant
que la guerre en Ukraine, bon, était un peu un montage pour ça, et en plus, ça causait des soucis énergétiques, quoi. Bah, de toute façon, il est évident que là encore, on va nous dire complotisme, mais Macron dit oui, il faut faire des sacrifices, et c'est le prix de la liberté, de la défense de la liberté d'Ukraine. Ce qui sert à la ceinture, c'est nous. Oui, non, mais en plus, la défense de la liberté, ça fait sourire, parce que je veux dire, sur la Palestine qui est opprimée, et ô combien on n'a jamais rien fait depuis 70 ans et plus, et même pour des pays d'Afrique ou autres, on s'en occupe pas du tout, et que je sache, quand la moitié de l'Europe est sous le joug du communisme, on n'a jamais rien fait, quoi, je veux dire, bon, voilà. Donc, bon, et en plus, on sait très bien dans cette affaire, les torts sont partagés, peut-être inégalement, mais en tout cas, que je sache, les États-Unis d'Amérique ont tout fait pour comme essayer d'encercler, d'isoler la Russie, avec les révolutions colorées, avec la volonté de faire en sorte que les pays voisins de la Russie rejoignent l'OTAN, ce qui ne pouvait qu'apparaître comme une agression vis-à-vis pour Moscou, hein, évidemment. Bon, par conséquent, on ne peut pas dire que leurs intentions et leurs actions étaient particulièrement bienveillantes. Bon, donc si vous voulez, c'est trop facile de dire que tous les torts sont d'un seul côté dans cette affaire. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que il y a une volonté, alors que bon, on pourrait très bien jouer un rôle pacificateur dans cette affaire, rester un peu au-dessus de la mêlée, etc., et ne pas s'engager comme on s'engage, parce qu'on est quasiment co-belligérants aujourd'hui. Bon, et surtout que les conséquences, c'est la destruction de l'économie française. Donc déjà, il y a la destruction pour le Covid. Et maintenant, c'est la destruction avec la guerre en Ukraine, par les choix que le gouvernement français fait, et ce qui va amener ils tiennent pour responsables les Russes, alors que ce sont eux, quoi. Ce qui va amener des pénuries, ce qui va amener des restrictions, et ce qui va amener une augmentation, et c'est déjà le cas, considérable de l'électricité et du gaz pour les entreprises. Et puis aussi, on a des difficultés pour le froid dans les foyers. Et des difficultés pour la matière première. Par exemple, moi, je vois le papier pour le journal, il est fortement augmenté. Donc nous, en plus, on nous persécute avec la poste multipliée, les pré-postes multipliés par 3, la TVA multipliée par 10, on nous a interdit des kiosques, des supermarchés de partout, et en plus, il y a le prix du papier qui augmente. Donc on a l'augmentation du prix de l'imprimerie, quoi, et du papier. Donc c'est sûr que pour nous, là, on est vraiment dans un océan d'adversité, complètement. C'est bon. Voilà. Et donc, non, mais on voit très bien, de toute façon, que on veut nous détruire. Et Rivarol est un petit peu en pointe dans la résistance, on veut le détruire tout particulièrement. Je pense que c'est un symbole qu'on veut abattre. Bon, mais il faut bien comprendre que au-delà de ma personne, qui n'a pas d'importance, au-delà de Rivarol, il est évident qu'il y a une volonté de tuer le peuple français. C'est ça. C'est parce qu'on défend le peuple français. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à partir du moment où on défend le peuple français, son être historique, sa terre, cette terre qui était labourée, semée par des dizaines de générations, etc., qui l'ont travaillé au prix d'efforts inouïs, etc., cette terre d'où nous venons, où nous retournerons, et où finalement, qu'on veut en quelque sorte détruire, ou vendre à l'encan en quelque sorte, puisque aussi bien maintenant la France est en état d'invasion libre, et en plus, elle est détruite complètement par la promotion des mauvaises mœurs. Autrefois, on parlait des bonnes mœurs. Bon, voilà. Et je crois que dans le code civil napoléonien, il y a une question du bon père de famille. Bon, à l'ère des transgenres et du LGBT, etc., je vois pas tellement le bon père de famille. Voilà. Donc, oui, on en est aujourd'hui, quoi. Bon, voilà. Eh bien, c'est précisément parce qu'on défend la France, son être historique, ses traditions, sa morale, sa foi, son Dieu, son peuple, que finalement, la vérité sur son histoire, que finalement, on nous attaque. Il faut bien comprendre que le peuple français qui est visé, c'est évident, par déjà le grand remplacement de population, ça on le sait depuis déjà des décennies, mais aussi le grand remplacement de son âme, de son cœur, de l'asservissement de son âme, voilà, et de son esprit, lobotomisé, qu'on veut asservir par la drogue, par la pornographie, par la drogue qui est la télévision, le mensonge généralisé, etc. Et par, le poison du vaccin, et effectivement maintenant on veut le détruire véritablement par je veux dire l'amener à la ruine et à la misère, quoi, c'est ça qu'il faut dire, voilà. Parce qu'il est évident que à partir du moment où il y a déjà une augmentation des denrées alimentaires, c'est important, de moins 10%, on le voit partout, ça augmente, même les restaurants, ça augmente vraiment. Méthodiquement, pour pas qu'on le tout à fait. Tout de suite, donc il y a d'abord les denrées alimentaires, le prix, le gaz, l'électricité et tout ça, alors qu'il y a pourtant eu les gilets jaunes, il y a quelques années, et donc si vous voulez, quand vous voyez le Covid et quand vous voyez ça, vous dites c'est évident,
il n'y a pas besoin quand même d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre, ou d'être une intelligence supérieure pour comprendre qu'il y a une volonté de nous détruire. Parce que, je veux dire, c'est tellement contre le bon sens, contre l'intérêt national, l'intérêt du peuple, l'intérêt des entreprises, l'intérêt même de l'économie française et européenne de faire ça, que vouloir continuer à aller dans ce sens et aggraver chaque jour cette politique mortifère et destructrice, c'est bien la preuve qu'il y a une volonté de nous détruire. Enfin, je veux dire, c'est évident. Sinon, on aurait fait marche arrière, on ferait autre chose. Depuis 50 ans, toutes les mesures qui sont prises, toutes les lois qui sont votées, ça va dans le sens de la destruction. Destruction sur le plan moral, destruction sur le plan biologique, destruction sur le plan politique, destruction sur le plan économique. Bon, voilà, je veux dire. Bon, donc, civilisationnel. Et bon, donc on ne dise pas qu'il n'y a pas une volonté. En même temps, c'est vrai qu'à écarter Dieu du centre, bon. Ah bah ça, c'est évident. C'est évident d'ailleurs. Sur 50 ans, ça finit mal. C'est évident. On commémore dans quelques semaines les 60 ans de Vatican II. On en parlera dans une prochaine vidéo au mois d'octobre. Mais il est évident que le fait qu'en plus les gens n'aient plus, pour la plupart d'entre eux, de repères moraux et spirituels, que tout va à volo, que les gens sont complètement perdus aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'autorité infaillible aujourd'hui, il y a plus... Même plus de guide spirituel. Voilà, il y a une église qui en quelque sorte est au tombeau, en quelque sorte, il n'y a plus de magistère en acte, d'église enseignante en acte, bon. Donc il est évident que ça aussi c'est une difficulté considérable, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la transmission, non seulement des savoirs et des savoir-faire, mais sur le plan religieux, effectivement de la foi. Et je dirais même, bon, j'en parlerai peut-être plus le mois prochain, si Dieu nous prête vie jusque-là, pour dire que, en plus, moi j'ai le sentiment que ce qu'on a vécu chez les catholiques dans les années 40 et 50, c'est-à-dire que les gens, avant même Vatican II, les gens y allaient pour l'essentiel à la messe que par convenance, que par habitude, mais que finalement c'était purement extérieur et qu'ils ont tout lâché. Voilà, qu'ils ont tout lâché. Il y a eu un avènement parce que c'était déjà un peu fragile. Ils ont tout lâché. J'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil chez beaucoup de tradis aujourd'hui. J'ai l'impression que souvent c'est quand même une apparence, et, pas chez tous, fort heureusement, mais chez beaucoup, et je crains que les conséquences finissent par être les mêmes, en quelque sorte. C'est-à-dire que, si vous voulez, le monde moderne est tellement fort, tellement puissant, tellement attirant, on est tellement à contre-courant de tout ça, si vous voulez, que c'est quand même compliqué de tenir, quoi, dans la durée. Et que pour les jeunes générations, c'est d'autant plus compliqué qu'en plus, bon, à l'ère du portable, à l'ère de toutes les, comment dirais-je, c'est Noël tous les jours, en quelque sorte, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles techniques, etc., toutes les possibilités, voilà, etc. Donc c'est très très difficile de faire grandir une vie surnaturelle et faire comprendre l'essentiel qui est Dieu, qui est l'union intime avec le Christ et tout ce que ça implique sur le plan de la foi, de la vie, de la morale, du comportement général, etc. Voilà, qui évidemment à l'opposé du monde moderne. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est une difficulté, évidemment. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est le chaos, c'est l'effondrement général dans tous les domaines. Et là, on voit très bien que on veut aller vers l'effondrement économique. Voilà. Et cette c'est un peu la cerise sur le gâteau. Oui. Parce que là, si vous voulez, dans l'affaire du Covid, ils avaient dit quoi qu'il en coûte, il avait dit Macron, mais là, il n'a pas l'air de dire quoi qu'il en coûte, quoi. Je veux dire, parce qu'il pourrait dire pareil, on va limiter le prix du gaz, l'électricité. Alors pour l'instant, c'est fait pour les foyers, pour combien de temps, on ne sait pas, mais ça n'est pas le cas pour les entreprises. Donc ça va être un désastre. Non, il y a vraiment une volonté de chaos généralisé qui me paraît absolument évident et qui ne sera certainement pas facile à vivre parce que d'abord on n'est pas du tout préparé à ça, d'une part. Je rappelle quand même qu'on vit en période de paix et de prospérité au moins relative depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale quand même. Je veux dire, donc on ne sait plus finalement ce qu'est la famine. Il y a des gens quand même pendant la guerre qui ont eu faim. Moi j'en connais encore dans ma famille et autres qui ont connu ça, etc. et qui s'en sont souvenus. Et d'ailleurs c'est des générations qui en général, elles, ayant connu la guerre, ayant connu la faim, ayant connu le froid, ne gaspillaient pas. Et étaient souvent épouvantées de voir comment les nouvelles générations étaient se gaspiller, jeter à la poubelle même encore des choses qui étaient encore mangeables, qui n'étaient pas encore avariées, etc. Voilà. Bon, eh bien, je veux dire, mais ça, c'est des gens qui ont 80 ans et plus, quoi, qui ont connu ça. Les moins de 80 ans, ils n'ont pas connu, hein, voilà. Bon, et donc, ou 78 ans, bon. Et donc, si vous voulez, ça, fondamentalement, il est clair que ça va être quelque chose de nouveau, certainement, hein, et dont on ne peut pas, en l'état, on mesurait les conséquences qui peuvent être tout à fait incalculables et imprévisibles. Oui, mais un prolo aujourd'hui, c'est un petit bourgeois, oui, c'est vrai, vu la situation qu'on a, le chauffage... Voilà, donc on n'est pas du tout préparé à ça, je veux dire. Puis même les gens qui, bon, en général, ont je dirais, une situation très modeste, ils ont quand même souvent, sauf exception, sauf évidemment les sans-logis, mais en général, ils ont quand même, bon, grâce à des aides au logement, au RSA, etc., ils arrivent au moins à survivre, quoi, je veux dire, éventuellement à
se chauffer un petit peu, bon, je veux dire, voilà, avoir un minimum, quoi. Avoir un téléphone aussi. Voilà, c'est ça, un minimum. Et ça, je veux dire, ça n'est pas garanti durablement, voilà. On ne sait pas du tout vers où on va, et on ne sait pas du tout ce vers quoi on va déboucher, hein, c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je crois qu'il est très important d'abord d'être prudent, donc essayer de faire des réserves autant qu'on le peut, et d'une part, et d'autre part, je crois que si on a la grâce d'avoir à la foi, de prier, de se sanctifier, c'est quand même un plus dans des périodes qui risquent d'être extrêmement difficiles. On risque de regarder vers le ciel quand tu n'auras plus rien dans l'assiette, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que le survivalisme n'est plus complotiste maintenant, oui. À partir du moment où on en parle aussi publiquement, ça commence à... je crois qu'aujourd'hui, vu sans prendre un couteau et aller dans la nature... Non, mais vu la situation dans laquelle nous sommes, il me semble effectivement qu'il est prudent pour ceux qui veulent faire un jardin potager, par exemple. Bon, c'est très bien, qui ont des arbres fruitiers, c'est très bien, mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est bien de faire des réserves, effectivement. Ouais. Voilà. Très bien, nous pouvons peut-être conclure en recommandant encore aux auditeurs de s'abonner à Rivarol. Vous allez d'ailleurs donner une petite conférence pour Égalité et Réconciliation début octobre. Alors j'ai eu la chance d'être invité, je n'avais jamais été encore au festival de réconciliation à la mi-août dans leur propriété du Morvan, de la Nièvre, je crois de la Nièvre, vraiment j'étais très heureux d'y aller. D'abord j'étais vraiment accueilli vraiment très, très chaleureusement, ça m'a fait très plaisir, surtout à un moment où Rivarol est persécuté de toutes parts, harcelé de toutes parts, et où j'ai pu faire donc une conférence en plus sur l'actualité. Et ER m'invite également, la section parisienne de ER plus précisément, m'invite le samedi 8 octobre, je crois vers 15h, à faire une conférence à Paris Intramuros. Voilà, donc dès qu'on aura les indications, si on les a, on vous les communiquera. Mais de toute façon, je suis très heureux de cela. Moi, je vais essayer de me déployer partout où je peux, partout où on m'invite pas forcément dans beaucoup d'endroits, mais partout où on m'invite, moi je fais pas la fine bouche, je vais partout, toujours avec beaucoup de plaisir, parce que il faut essayer de porter la bonne parole là où on le peut, puis essayer quand même de résister autant que faire se peut. Et donc tout ce qui est mouvement, association, amis, ou alliés, ou proches, c'est très volontiers que je m'y rends. Je pense que probablement qu'on sera amené aussi à l'automne peut-être à tenir des stands dans d'autres manifestations patriotiques, on verra, ce sera avec ou identitaires ou nationalistes, et ce sera avec plaisir que, tant à Paris qu'en province, et c'est avec plaisir si je suis invité, ou si on m'y autorise, que je tiendrai un stand, éventuellement pourquoi pas en dire un mot si on me donne la parole. Mais ce qui est important vraiment, c'est de tenir, parce qu'aujourd'hui, encore une fois je répète, la devise des parachutistes, être et durer. Voilà, parce que je veux dire, on est vraiment dans une situation tout à fait inouïe à bien des égards, de grands effondrements, de grands remplacements à tout point de vue, et par conséquent, il faut tenir les principes, asseoir ses convictions, ses certitudes, et garder quand même l'espérance qui, pour Bernanos, je le rappelle, est un désespoir surmonté. Et je trouve que aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout dans le monde qui nous entoure peut nous conduire au désespoir. Il y a de quoi, à bien des égards, parce qu'à vue humaine, tout semble fichu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut le dépasser. Mais il faut garder quand même cette espérance qui, je le rappelle, est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'il y a Dieu pour objet, et voilà. Qui est la deuxième. Absolument, parce que, encore une fois, si la Providence nous a placés à ce stade de l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre civilisation, cela a forcément un sens. Et donc il faut se battre, il faut résister, être fidèle jusqu'au bout, et essayer de faire le bien autour de nous, de le diffuser autant qu'on le peut, aussi modestement qu'on le peut, et essayer de garder au moins la plus fine pointe de l'âme, parce que ça n'est pas toujours facile dans les persécutions actuelles, la joie, la bonne humeur et la gaieté nécessaire à la poursuite du combat. Très bien, donc merci à vous Monsieur Bourbon, et nous nous revoyons très certainement au mois prochain. Abonnez-vous à Rivarol.